Les chemins de la résilience. C'est un livre paru aux éditions Très Daniel, Le Courrier du livre, et j'ai le grand plaisir de recevoir son auteur. Il s'agit de Dorothée Lerandt. Bonjour Dorothée. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler de votre livre. C'est un livre très fort, un livre qui raconte des histoires de résilience, la résilience d'êtres qui ont vécu, qui ont été marqués par des drames, des traumatismes et qui ont réussi à les surmonter, à les transcender. Je dirais plutôt, voilà, la transcendance. Est-ce que je me trompe dans cette définition de la résilience lorsque je parle de transcendance? C'est exactement ça. Enfin bon, je n'avais pas utilisé le mot transcendance, mais c'est très bien. Ben, bravo Léa. C'est une métamorphose en fait. Et ça m'agace un peu parce qu'on met la résilience à toutes les sauces. Et par exemple, j'entends des médecins dire vous prenez du zinc, vous prenez de la vitamine D et vous êtes dans la résilience. Ah ben non. La résilience, il y a agonie psychique, il y a agonie traumatique. Et ensuite, il y a forcément une métamorphose. Si vous ne bougez pas, vous êtes dans la résistance. Par exemple, la résistance, vous prenez un uppercut, vous restez debout, vous résistez. Mhm. La résilience, c'est vraiment une agonie qui vous fait reculer en arrière, vous éclatez en mille morceaux et puis vous ramassez ces morceaux pour bondir plus loin. Il y a ce bond en avant. Et c'est ce que dit Boris Cyrulnik, Oui, hein, cette espèce c'est ça. d'agonie traumatique. C'est un terme qui a été démocratisé par Boris Cyrulnik, mais il n'est pas le premier. Il y a Émilie Werner, c'est ce qu'on apprend dans votre Amy livre. Werner, voilà. Alors, Je suis contente que vous en dites-nous, parliez. ah ben, c'est normal, et dites-nous, quelle est la différence entre les deux visions de la résilience ou définition? Alors, je voudrais d'abord dire que, justement, je voulais écrire ce livre parce qu'il n'y a que Boris Cyrulnik qui écrit des livres sur la résilience ou des gens qui disent je suis résiliente, voilà mon histoire. Moi, je voulais parler de la culture de la résilience parce que c'est un très vieux mot. C'est Ovide qui en parle Oui. dans Les Métamorphoses. Mhm. Alors, ces métamorphoses, c'est la résilience de la nature, mais c'est très intéressant, la résilience. Bien La sûr. nature est très, très résiliente et il invente ce mot. Il invente tous les mots d'ailleurs parce qu'on parlait que de transformation avant et lui parle de métamorphose. Et il part du latin resilio et il en fait résilience. Mhm. Et ce mot est très utilisé, la résilience, dans l'Antiquité. Ensuite, on passe à Amy Werner, qui est, elle, la mère de la résilience. C'est pas Boris Cyrulnik qui, lui, l'a importé en France. Mhm. Mais c'est une psychiatre américaine, Amy Werner. Elle est spécialisée dans l'enfance et elle va étudier dans l'île d'Hawaï le destin de 200 enfants qui sont abandonnés, qui Mhm. sont dans la rue, qui subissent des sévices physiques et moraux. Et elle va les suivre sans les aider, c'est un petit peu dur. Et Elle elle les va observe en fait. elle les observe, Ouais. voilà. Et il y en a 70, je crois, qui Oui, vont qui s'en s'en sortir. sortent. Et elle regarde pourquoi ils s'en sortent. Et Mhm. ça, c'est C'est très intéressant. intéressant, ces travaux sur la résilience. Mhm. Pourquoi on s'en sort? Et ces enfants, en fait, savent saisir les opportunités. Mhm. Et je trouve ça très important de dire qu'il y a des opportunités, qu'on les voit ou qu'on les voit pas. Et il faut les voir. Je suis moi-même résiliente et donc j'ai vu ces opportunités. Mhm. Mais la vie, c'est Confucius qui le dit, la vie apporte toujours un chemin. Et donc, alors, il y en a qui ne veulent pas aller dans ce chemin. Ça, je respecte Qui ne leur veulent choix. pas voir. Qui ne C'est veulent ça. pas Qui ne voir. veulent pas Et voir, surtout, ouais. comme Jean-Louis Trintignant dont je parle, Oui. qui ne veut pas aller dans la résilience. C'est une décision, parce Ouais. qu'on a tous les gènes de la résilience. Alors, vous parlez de Jean-Louis mais Trintignant. je parle Oui. d'Amy Werner d'abord. Oui, bien sûr. Finissez avec Excusez-moi. Émilie Werner, je vous en prie. Donc, elle suit ces enfants. Et comment ils s'en sortent, ces 70? En fait, par exemple, il y en a qui ont vu que dans une arrière-cour, il y avait une dame qui donnait des leçons de lecture Mhm. à des petits-enfants. Et ils regardent de loin, et puis la dame leur dit bah, approchez-vous. Et donc, ils apprennent à lire. Et puis, il y en a d'autres qui ont confiance dans la vie, qui se disent bah, qu'est-ce qui va m'arriver de bien aujourd'hui? Voilà, il y a toutes ces qualités de la résilience qu'elle met en avant. On va y revenir Voilà. sur les qualités des personnes qui peuvent être résilientes. Et vous avez mentionné Jean-Louis Trintignant. Quand on parle de résilience, c'est vrai que ça peut sembler une évolution presque normale, logique, mais ça n'arrive pas à tout le monde, ça n'est pas si simple. Et d'ailleurs, vous accordez un petit chapitre à ces personnes qui n'ont pas réussi à être résilients. Vous les appelez les non-résilients. Est-ce que c'est à eux que vous destinez ce livre? Non, moi je voulais non, mais j'ai beaucoup de respect et d'amour pour eux. On le Parce que sent. oui, On le sent dans le livre. parce qu'il faut autant de courage pour y aller que pour pas y aller, en fait, à la rigueur. Mhm. C'est une décision de vie. Non, moi ce qui me fascine, c'est le courage de vivre. Et je l'ai trouvé dans ce livre formidable de Primo Levi, Oui. Si c'est un homme. Si je peux le citer, Bien ça a sûr. été
la faculté qu'a l'homme de se creuser un trou, de sécréter une coquille, de dresser autour de soi une fragile barrière de défense, même dans des circonstances apparemment désespérées, est un phénomène stupéfiant qui demanderait à être étudié de près. Ben voilà, moi je voulais le faire. Ouais, oui. Il s'agit là d'un précieux travail d'adaptation. Et voilà, c'est ça, c'est l'adaptation. Alors, pour aller plus dans les détails, page 38 précisément, vous dites, pour faire le premier pas vers la résilience, il faut sans doute posséder une certaine cohérence en soi afin de rassembler tous les morceaux épars et pouvoir les ériger en rempart. Qu'est-ce que ça signifie une certaine cohérence en soi? Alors, je ne sais, moi personnellement, je ne sais pas, c'est les psychiatres et tout ça qui le racontent, hein, Oui. et je ne sais pas si je suis d'accord avec eux, mais ils disent il faut du sens dans sa vie, c'est-à-dire avoir bénéficié du lien et du frein, c'est-à-dire l'amour et la loi. En Mhm. fait, voilà. Alors moi, j'étais dans une famille très austère, donc j'ai pas eu du tout d'amour. J'ai eu en revanche, effectivement, ce qu'on appelle la loi. Donc, est-ce que ça suffit pour être résiliente? Je ne sais pas. Mais enfin bon, euh, tout ça, c'est des trucs de médecins, en gros. Et je pense que moi, je vois ça d'une façon plus spirituelle. Je pense que la vie vient vous chercher. C'est ce qui m'est arrivé en Inde. Et comment la vie vient vous chercher, ça c'est très intéressant. Charles Pépin en parle à la fin du livre Mhm. et je trouve que c'est une merveille la façon dont il parle parce qu'il dit que le bonheur c'est un état où on est en paix avec l'univers, avec soi, avec le reste du monde et ça n'a rien à voir avec la joie parce que la joie est quelque chose d'extérieur. Vous ne décidez pas de la joie, elle vient vous chercher. Et j'étais complètement bon. euh, désespérée après la mort de mon Oui. fils dans Je- un accident de moto. Mhm. Et je suis partie en Inde parce que je sentais que je devenais folle et qu'il me fallait de la lumière. Et Mhm. je me suis dit, je vais chercher la lumière en Inde. Et ce premier éclat de joie qui est arrivé dans une espèce d'éclaboussure de soleil, parce que je voyais une procession, je voyais cette beauté de l'Inde, et je me suis dit, mais la vie vient me chercher. C'était tellement fort en disant, mais elle est là, elle m'appelle, elle vient me chercher. Et après, bon, vous avez peut-être pas envie d'y aller tout de suite, mais ensuite, elle revient vous chercher. Et puis, si vous dites oui à la vie, vous rentrez dans un courant de grâce. euh, et ça arrive tout le temps. Ce qui est très étonnant, c'est qu'en vous écoutant, on a le sentiment, parce que vous le dites déjà, que c'est vraiment extérieur. Vous ne croyez pas que cette joie, vous l'avez aussi puisée très profondément à l'intérieur? Non, Vous êtes persuadé que c'est une joie extérieure qui vous oui, a happé? oui, oui. D'abord, c'est Charles Pépin qui le dit et j'ai très confiance en ce Et philosophe. c'est ce que vous avez ressenti. Mais justement, j'ai Alors, ressenti ça. C'est oui. extérieur et c'est vraiment l'appel de la vie. Mhm. Ouais. Quand on vous lit, vous avez une prose très, très imagée, très forte, c'est ce que je disais tout à l'heure, très poétique aussi. Merci Et la Léa. poésie, justement, et la littérature, est-ce que ça peut aider à guérir les lectures? Alors, ce qui peut aider à guérir, c'est vraiment d'aller vers les autres. On le dit, hein, Joe Biden, qui a perdu sa femme et deux enfants, c'est marrant parce que quand Obama en parle, il dit la première chose qu'on voit chez lui, c'est cette empathie, mais c'est cette empathie de la résilience. C'est-à-dire que la résilience vous donne, Patrick Poivre d'Arvor en parle aussi, il dit qu'il a changé et qu'il a cette envie d'aider les autres, cette envie d'aller vers les autres. Et je pense que la résilience, c'est aussi ça, c'est s'ouvrir. Je vois les gens qui ne sont pas résilients, ils ne vont pas vers les autres, ils sont dans leur bloc. Comme Jean-Louis Trintignant. Ils s'enferment dans cette prison de tristesse et de souffrance, peut-être aussi. Oui, et ils veulent rester Mhm. dedans. Jean-Louis Trintignant le dit très Ah oui, sérieusement. ils le veulent. C'est vraiment Il un le acte veut. Oui, volontaire. oui, Alors, justement, vous accordez beaucoup de temps aux courageux parce que oui. vous avez sélectionné, bien sûr, une quarantaine, hein, d'histoires. Moi, j'ai pleuré 40 fois, hein, je peux vous le Ah, dire. mais Ouais, ah ouais. c'est bizarre Ça, que vous me disiez ça parce que j'ai voulu faire un livre de la
la joie. Ouais, pardon, pardonnez-moi. Oui. Mais parce que quand on a un peu trop d'empathie, ce qui est mon cas, Ah oui. on se met à la place de toutes ces personnalités. Donc il y a des personnalités du monde littéraire, artistique, journalistique, qui ont vécu ces histoires. Et c'est Oui, vrai que mais euh, Léa, France Gall, oui, que je connaissais un peu, je travaillais avec Michel Berger. cette phrase, elle est incroyable de Je n'ai France Gall. jamais été aussi heureuse. C'était un déclencheur pour moi entre Primo Levi. Ça vous a, j'imagine que ça vous a scotché quand Ça elle vous m'a dit ça. Alors, c'était en première page de gala. Oui, Donc, je me suis dit, mais elle est gonflée de dire oui, ça quand même. oui. Elle avait perdu son mari, sa fille Pauline, qui était son père. Elle avait un cancer du sein. Et elle déclare, je n'ai jamais été aussi heureuse. Et ça, c'est complètement un exemple de résilience. C'est-à-dire Mhm. que France Gall, elle a toujours été cornaquée par son père, par Julien Clerc, par Michel Par Berger. Claude Claude François, François, bien sûr, le voilà. premier. Oui, Oui. ouais. Alors Et justement, vous, parmi ces résilients, vous parlez des courageux. Alors je ne sais pas si c'était le cas de France Gall, mais ce sont ceux non, qui créent quelque chose. Donc il y a quand même oui, quelque chose oui. d'assez fort là-dedans. De sa souffrance, Bah, on... Stéphanie Fugain, Voilà, formidable. Stéphanie Stéphanie Fugain, vous Fugain. la rencontrez, c'est formidable. Elle dit, hein, bah, elle aussi, alors, elle perd sa fille, Laurette, après 11 mois de combat. Et c'est très joli son combat, parce que sa fille devait recevoir des plaquettes, et on donne des plaquettes, parce qu'il n'y en a pas assez, c'est un don du sang, Oui, qu'aux enfants qui vont s'en sortir. On n'en donne pas à ceux qui ne vont pas s'en sortir. Et elle dit, moi, je voulais me battre pour qu'il y ait des plaquettes pour tout le monde. oui. Et c'est un très, très beau combat, je l'admire beaucoup. Mhm. Et c'est très important, sa résilience. Oui. Elle dit, bah, moi, j'étais une espèce de super conciergerie pour Michel Fugain. Et en fait, après, je suis devenue... c'est pour ça qu'elle dit merci à Laurette. C'est aussi très fort. Elle a monté cette association. Bon, d'abord, elle a perdu Laurette. Mhm. Michel Fugain l'a quittée quand même. Mhm. Elle s'en remet pas vraiment de ça, hein. On le Ouais. sent dans son Oui, interview. oui. Elle a perdu son père, elle a perdu sa mère. Elle a dit, j'ai voulu mourir à ce moment-là. Mhm. Et sa meilleure amie lui a dit, mais écoute, Laurette voulait tellement se battre pour qu'il y ait des plaquettes pour tout le monde, tu dois faire ce combat. Et elle dit, mais maintenant je dis merci à Laurette parce qu'elle est formidable, son association. Est-ce que combattre en créant une association comme Stéphanie Fugain, comme Patrick Chenet aussi, Oui. est-ce que c'est une façon de rester avec l'enfant disparu, avec le proche qui est disparu et poursuivre son combat ou Alors, poursuivre son destin, par exemple, il y a deux choses, hein. Il y a le accomplir? côté, il y a un ami qui m'a dit, parce que moi j'étais une espèce de petite serpillière qui pleurait tout le temps, même pas besoin de l'essorer. Ouais. Voilà. Et il m'a dit, mais est-ce que tu penses que ton fils peut être heureux, où qu'il soit, en te voyant dans cet état-là? Donc il y a ça, il y a cette envie. Ça vous a fait du bien, cette phrase, à mon avis. Oui, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, mais effectivement, il y a autre chose. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de vous transformer beaucoup. Moi, j'étais rédactrice dans des journaux féminins, mais quand j'étais petite, à 9 ans, j'avais dit, je vais être écrivain, je veux le prix Goncourt. Et puis on m'avait dit, ah mais c'est pas un métier pour une femme, tu gagneras jamais Ah ta bon? vie. Dis donc, au lendemain de la journée des droits, Oui, entendre c'est pas un ça. métier pour une femme. Voilà. Et donc j'étais devenue rédactrice. Bon voilà. Mais Ça, c'est pour la femme. après, on va vers ce qui est important. C'est-à-dire que j'ai dit, bon, maintenant, à partir de maintenant, je suis écrivain. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je pense qu'on va vers ce qui est important pour soi. Regardez Latifa, elle a dit, elle voulait être avocate. Mhm. Elle est devenue une espèce d'avocate puisqu'elle va dans tous les lycées pour promener la paix. Stéphanie, elle disait, mais moi, j'avais une mentalité d'entrepreneur. Je suis devenue entrepreneur. Alors, c'est pas la peine de bouger beaucoup, hein. Entre rédactrice et écrivain, il n'y a pas grand-chose. Il y a 100 pages. Ouais. Mais Il y a quand même l'idée de transformation, hein. Il y a l'idée de dépassement de soi aussi. il y a l'idée de ce qui est important. N'existe plus ce qui est n'existe que ce qui est important pour soi. On Mhm. se débarrasse à la rigueur de tous les faux semblants. Mhm. Et ça, c'est... Et puis, il y a aussi l'exemple d'une femme qu'on a connue à la télévision, c'est Davina, mais Oui, qui, elle, a une certaine idée de la mort. Et c'est finalement cette idée-là de la mort qui l'aide, non?
Elle a une certaine philosophie, elle est hindouiste, c'est ça Non, mais aujourd'hui? Davina, c'est extraordinaire, c'est un Ouais, cerveau. oui, Elle a fait des milliers d'études. Moi, je la voyais comme les paillettes à la télé, oui, boum comme boum, voilà, je sais plus l'aérobic, l'aérobic et tout. ouais, Et ouais, en fait, elle est devenue moine bouddhiste. oui. C'est très joli ce qu'elle a créé. On peut aller faire des stages là-bas de yoga et tout ça. Mmh. Et c'est un cerveau. Effectivement, elle avait une mère égyptologue, donc elle a un rapport à la mort. Comme les bouddhistes, un petit peu dur, en disant bon bah c'est le chemin, c'est normal. Quand je lui parle de son fils qui est décédé d'une rupture d'anévrisme, Mmh. elle me dit non mais c'est son karma, c'est sa vie, ce Ouais. n'est pas la mienne. Vous voyez bien Il y a qu'elle a cette distance. ouais, il y a voilà, Oui. pour elle, la mort a une certaine signification qui lui permet finalement d'amortir le choc. Mais la mort, c'est comme la vie pour les bouddhistes. Ils ont ce genre de... Bon, mais alors maintenant, ils ont plein de vie dans leur... Mmh. Oui. donc, ça va. Mais je voulais parler aussi un petit peu des non-résilients. Par exemple, Kipling, c'est fascinant, je trouve, l'histoire Oui, de là, Kipling. il y a l'idée de la culpabilité qui est terrible et Voilà, qui le tue. oui. La Mm. résilience, elle peut être possible peut-être quand on ne se sent pas le coupable de la mort de son proche, hein, et là de son fils en l'occurrence. Voilà. Hein. Et ça, On rappelle l'histoire peut-être pour oui, Kipling. oui, parce que Kipling, personne ne le sait. Donc, il a Ouais. écrit, son fils avait 12 ans, il adorait son fils. Voilà, si tu peux rebâtir en un jour ce poème que tout le monde connaît. Ouais. Et, euh, et puis son fils a 17 ans, tout le monde part à la guerre, c'est la guerre de 14, tous ses copains, et il veut absolument partir à la guerre. Et il va pour se faire engager, et on lui dit non, vous êtes myope à 80%. Vous ne pouvez pas aller à la guerre. Et il essaye dans une autre unité et on lui répète non, vous ne pouvez pas aller à la guerre. Et il va voir son père en disant papa intervient. C'est un people à cette époque, Kipling. Et tout le C'est monde le ça. connaît. Mhm. Il a écrit le livre de la jungle, c'est une star. Mhm. Donc il téléphone à un général qui lui dit aucun problème, je prends ton fils. Son fils va se faire tuer à la première bataille d'Artois en débarquant immédiatement et on ne retrouvera pas le corps. Et Kipling va passer sa vie à chercher ce corps. Il va écrire un très beau poème à son fils, pour toi mon fils. Et donc dans ce cas-là, il est tellement coupable. Évidemment qu'il ne devait pas aller à la guerre, ce gosse. Ouais. Coupable, ça veut dire coupé de soi, qui sera toujours dans la non-résilience. On retrouvera le corps en 91 Oui. d'une façon définitive, avec l'ADN et tout. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir qu'il a fait donc, sur tous les tombes des soldats inconnus, ce mot connu seulement de Dieu. Oui. C'est très beau, oui. Mhm. Ouais, et là, effectivement, comment être résilient dans ce cas-là, hein, c'est extrêmement Mais c'est la même difficile. chose aussi pour Romy Schneider, qui a pas eu, qui était en pensionnat, où sa mère venait la voir 10 minutes par an. Donc elle n'a pas eu ni le lien ni la loi, et donc elle n'avait pas de sens. Elle ne pouvait pas être résiliente. Et Alain Delon en parle en disant, elle voulait tellement mourir. Et on Mhm. pense Oui, il qu'elle dit est ça. morte d'ailleurs de, vous savez cette maladie, le Takotulbo, là, le cœur se déforme. Ah Le ouais, cœur peut se ouais, déformer et se casser. par la souffrance. Par la souffrance, oui. Mhm. On peut mourir. Ouais. Alors ça, c'est les non résilients et Oui. ceux-là, de toute façon, pour les aider, pour aider des gens qui n'arrivent pas Bah, il ne faut pas les aider. comme on faut pas les aider. Maintenant, il ne faut pas les C'est aider. étonnant ce que vous dites, faut pas les aider. Parce que j'ai vu Trintignant, il veut pas se soigner de son cancer. Ça l'empêche pas de faire des choses, hein. Il Mhm. connaît 1000 vers par cœur. Il a Mhm. tourné ce film Amour là, mais il veut. C'est son choix, C'est quoi. son choix. Oui, Ouais. c'est Alors sa vous vie, dites. c'est Mhm. sa façon de vivre sa vie. Mhm. Moi, j'ai énormément de respect. C'est- c'est- c'est l'entre-deux qui est difficile. C'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Alors à ceux-là, je dis, ceux-là, on peut les aider. Mais Ouais. allez-y, regardez tous les petits cailloux blancs que la vie vous met. Alors, moi, j'ai un petit truc, j'ai un bocal à papillons. Alors, chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de bien, je vais mettre votre nom tout de suite dans le bocal en rentrant. Mhm. Je le mets dans le bocal Ouais. et bon, bah, quand vous lisez tout ce qui vous arrive de bien, mais un texto, quelqu'un qui vous prend dans les bras, mais en fait, la vie, elle est pleine de petites joies. Et c'est ça qui fait un petit peu le Apprécier. bonheur, C'est apprécier, savoir se apprécier. rendre compte Alors, se rendre compte de toutes les joies qui arrivent ouais. et être
dans la gratitude pour ça. Vous avez dit le terme joie. Vous voyez, quand on lit votre livre, effectivement, on a du mal à tout de suite réaliser que de cet événement tragique, dramatique, eh bien, on va en tirer finalement de la joie grâce à la résilience. Comment vous définissez cette joie-là? Est-ce qu'elle est pleine et entière comme Elle est plus forte. Elle est alors, plus forte. alors là, c'est moi qui suis scotchée maintenant, hein. Elle est plus forte Expliquez-moi. parce qu'on est conscient. On a quand même un autre horizon à partir du moment où vous avez un traumatisme. Bon, alors moi, je parle du deuil, hein, parce que c'est ce que je connais et donc je suis habilitée à. Mais Mhm. je pense que il faut dire aussi que vous pouvez être PDG, tout à coup vous ne l'êtes plus, vous pouvez être père, tout à coup vous ne l'êtes plus, vous pouvez être fils et vous n'avez plus votre mère. Enfin bon, les traumatismes sont partout et on a des agonies psychiques qui sont différentes. Mais je ne sais plus quelle était votre question. Eh bien, oui, quelle Ah est oui, les votre joies sont plus la fortes parce joie? on est tombé tellement, on a tellement éclaté en mille morceaux, on est tellement mort que on renaît à autre chose. Et quand on renaît, Plus solide. on voit toutes les couleurs. Mhm. Alors, j'ai bien aimé Jacques Lecomte, vous savez, ce Oui. président de la psychologie positive, qui parle de la chambre noire. Je peux raconter Oui, l'histoire? oui, oui, allez-y. C'est une demi-heure, c'est court. Alors, euh, il dit, voilà, vous êtes dans une jolie maison, vous avez tout décoré, tout est beau, c'est magnifique. Chaque fois que vous rentrez, vous avez un soupir de bonheur, Mhm. c'est beau. Et dans cette maison, il y a une chambre noire, pleine de poussière, pleine de remugles et tout. Alors, vous avez trois solutions. Ou vous n'y allez jamais, et puis la chambre noire, un jour, elle va éclater, elle va vous rentrer dans la figure et vous allez être très, très, très mal. Donc, c'est pas la solution. Mhm. Et vous pouvez aussi y aller tout le temps. Et ça, ce sont les non-résilients. Ouais. Et ce n'est pas la solution non plus, parce que vous avez une vie à vivre et c'est dommage de la passer dans la chambre noire, alors que vous avez cette jolie maison à côté que vous avez si bien décorée Oui. quand même. Ouais. Sachez qu'elle est là, la maison. Pourquoi vous restez dans la chambre noire? Et vous avez la troisième solution, qui est vraiment la résilience, qui est j'y vais de temps en temps. Alors moi, je peux vous dire, hein, depuis que Jacques Lecomte m'a dit ça, Mhm. les jours de la fête des mères, à Noël, par exemple, les grands trucs, le jour de Oui. l'anniversaire de mon fils, je vais dans la chambre noire. Je sais que je vais dans la chambre noire, j'ai poussette, je descends très loin, et Ouais. puis je sais que je sors de la chambre noire et que je retrouve tout ce que j'ai créé de beau. Oui. C'est C'est l'aller-retour. c'est L'aller-retour qui l'aller-retour. vous Alors aide. il le dit Euh, très bien, il dit euh, il y a expiration et inspiration, mhm. c'est-à-dire vous allez, c'est comme les battements d'un cœur, approfondissement de soi, Mhm. ouverture à l'autre, et puis entre les moments de lumière et les moments de douleur, c'est la bonne solution en fait. Ouais. C'est-à-dire passer d'une mémoire souffrante à la mémoire de la souffrance. Mhm. Alors moi, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est les commentaires d'Albert Moukébert. Oui, il est Alors délicieux, oui, Albert. et puis c'est très fort ce que dit Albert Moukébert aussi pour décrire un petit peu ce qui se passe chez une personne qui est en deuil. Alors lui, par contre, il dit, il n'a jamais observé les stades. Vous savez, il y a des Non, préjugés qui moi non disent qu'il y a plus. des stades dans le deuil, etc. Lui, il les a jamais observés en tant que psychologue. Alors, Hein. oui, le déni, la colère et tout, Oui. moi non plus. Hein. Je ne vois pas pourquoi il y aurait du déni ni de la colère. En Mhm. revanche, j'ai rencontré une psychiatre qui, elle a perdu la vue dans un accident de voiture. Mhm. Et là, effectivement, il y a le déni, la colère. C'est-à-dire, je trouve que ces 5 stades sont dans des accidents physiques. J'ai rencontré aussi Alex Alétrou, qui est devenu paraplégique avec un saut à moto. Et lui, il a eu tout ça, le déni, Mhm. la colère, les 5 stades qu'on attribue à tort pour moi au deuil. Donc j'imagine que c'est quand même difficile pour un scientifique, un neurologue, Lui, devoir établir et des lui, il est assez cases. catégorique. Il dit Ouais. bon ben le deuil, quelqu'un m'appelle en disant j'ai perdu mon père, j'ai Oui, pas le temps d'aller mal. Bah oui. si, vous allez aller mal. Bah si. En fait, il faut peut-être pas lutter contre ce que l'on ressent Alors pour le Albert deuil, Moukébert. c'est ce que dit Moukébert. 9 mois, un an, c'est pas la peine. Il ne faut rien faire. Il faut être dans cette chambre noire à la Ouais. rigueur. Oui, c'est ça. Et puis avant, on portait le deuil pendant 2 ans. Vous Mhm. savez, on était en noir, on était en Absolument. gris, voilà. Donc en fait, c'est une vie, c'est dans la vie aujourd'hui qu'il faut aller bien tout le temps. Non, Mhm. il faut aller mal pendant 9 mois, un an, comme on veut, hein, en retravaillant comme a fait Patrick Poivre d'Arvor le soir même, ou en se terrant comme on veut. Et après, alors si on reste
si on ne va pas vers les appels de la vie, là, effectivement, il faut demander de l'aide. Mmh. Aller vers les autres, il y a plein d'aides à avoir. En tout cas, c'est un très, très beau livre. C'est vrai, j'ai dit que j'ai pleuré, mais c'est mon cas, hein, c'est mon cas. Mais c'est Parce que un livre qu'on lit à une vitesse, moi je l'ai lu en vraiment 2 après-midi et encore j'ai fait d'autres choses à côté. Donc vraiment, on le lit très vite, on peut le lire en une après-midi tellement il est prenant, tellement votre écriture est, comme je le disais tout à l'heure, elle est forte et elle est bouleversante. Merci beaucoup Dorothée Leurent d'avoir été avec nous pour nous parler de ce livre, Les chemins de la résilience, surmonter l'épreuve, aimer à nouveau la vie. C'est aux éditions Trédaniel, le courrier du livre. Vraiment, courez l'acheter, il est extraordinaire. Préface de Patrick Poivre d'Arvor, évidemment, j'allais dire. Merci merci, infiniment. merci Au Léa. revoir et C'était à un bientôt. bonheur. Un bonheur pour moi aussi.